Bonsoir, bienvenue dans les débats de la présidentielle. Nous sommes à 3 semaines de l'élection et les Français, c'est ce que montrent toutes les études d'opinion, ont deux préoccupations principales dans cette campagne, l'emploi et le pouvoir d'achat. Et bien justement, la situation économique sera au cœur de ce débat avec nos deux invités. Bonsoir Jacques Généreux. Bonsoir. Économiste, vous êtes le secrétaire national à l'économie du Parti de gauche et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Face à vous, Robert Rochefort, bonsoir également. Député européen, vous êtes président du MoDem. Et non, puis pour vice-président. Vice-président du MoDem, effectivement, vous n'êtes que vice-président. Et puis pour vous interroger, comme toutes les semaines, à mes côtés, Luc Bronner du Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Il y a donc plus de 4 millions de chômeurs en France et je me retourne vers vous, Jacques Généreux. L'une des mesures que vous préconisez au Front de gauche pour favoriser l'emploi, c'est de limiter fortement le recours aux intérimaires et aux CDD. Alors tout simplement, comment on fait ? Alors, pas de confusion. Quand on veut limiter le recours au CDD, c'est pas une mesure de lutte contre le chômage, ça. Ça, c'est une mesure de lutte contre la précarité. Et il ne faut pas tout mélanger. C'est une lutte pour l'amélioration des conditions de travail. Faire qu'on n'ait pas ces masses et ces millions de salariés français qui, en fait, pour certains même travaillent très régulièrement, mais en permanence privés de cette sécurité qui est le fait d'être reconnu comme un travailleur, qui a un CDI, qui n'a pas de difficulté pour trouver un logement, pour faire un crédit, etc. Dans votre programme, on trouve bien la volonté que le contrat de travail aujourd'hui principal soit le CDI, oui, ce qui permet finalement de sécuriser l'emploi en tout cas. Puisque nous parlons d'emploi, la tragédie, c'est que, évidemment, les propos de M. Sarkozy sont grotesques quand il dit que la reprise est devant nous et que la crise est derrière nous, alors que nous avions encore il y a peu une croissance positive, mais très faible, et qu'on va être maintenant, on est à peine au-dessus de 0%. Donc la situation se dégrade. Elle se dégrade non seulement pour nous, mais pour beaucoup de nos partenaires européens. L'Espagne, pour la fin de cette année, sera à moins 5%. L'Italie est en récession également. L'Allemagne, c'est un record à la baisse. Et 6,7%. Et l'Allemagne elle-même est victime de cette austérité générale. Pas sur le chômage, puisqu'on parle du chômage. Non, mais je parle du climat d'austérité générale. Bien. Donc, la crise est toujours là et l'entêtement des politiques, que ce soit françaises ou européennes, à ne rien faire effectivement pour renouer avec le progrès, la relance de l'activité et de l'emploi, nous enferme là-dedans. Ce qui fait que le programme du Front de gauche et de Jean-Luc Mélenchon est un programme pour l'emploi, c'est que c'est le seul de tous les programmes en débat qui dit non à l'austérité et qui propose un vrai programme de retour vers l'activité et le progrès. Dans ce programme, pour effectivement faire en sorte que la situation de l'emploi s'améliore, pour vous, la priorité des priorités, si on ose le dire, c'est laquelle ? Mais c'est ce que je viens de dire. C'est la fin de l'austérité. Pour l'emploi, spécifiquement. Je suis en train de répondre. Non. Nous avons aujourd'hui cette hausse du chômage. Pourquoi ? Parce que nous sommes à 0% de progrès de l'activité. C'est clair. Bon, et ça va continuer, et ça va même s'aggraver, parce que la crise financière n'est pas réglée. Il va y avoir de nouvelles crises de la dette dans l'année qui vient, de nouveaux plans d'austérité. Ça ne fera que s'aggraver. Nous sortons totalement de cette logique. Et nous avons les moyens et les ressources nécessaires pour engager, par exemple, la planification écologique, la remise aux normes de l'ensemble du parc d'habitat à des nouvelles normes d'isolation, à de nouvelles normes écologiques, l'investissement dans les énergies nouvelles, la relocalisation de certaines activités industrielles abandonnées, etc. C'est-à-dire que c'est un plan massif d'action qui nous amène vers la relance de l'activité et vers le plein emploi. Donc en relançant effectivement de très grands programmes, en particulier en matière d'écologie, si on simplifie, c'est par ce biais que vous relancez et que vous créez de nouveaux emplois. Robert Rochefort, vous, quand vous entendez ce grand plan massif, vous répondez quoi au MoDem ? Je n'ai pas compris grand-chose, excusez-moi. Non, mais bon, je crois que Jean-Luc Mélenchon réinvente le communisme, c'est parfaitement son droit. Il réinvente l'idée qu'on crée des emplois d'en haut avec une sorte de décision centrale. On va créer des centaines de milliers d'emplois. Bon, très bien, je pense que ça marche nulle part. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens qui disent avoir de la sympathie pour Jean-Luc Mélenchon aiment comme ça un aspect « je renverse la table », mais qu'il n'y a pas de proposition effectivement concrète derrière tout cela. Alors, qu'est-ce que nous proposons ?
proposons, nous? D'abord, je dois dire que quand Nicolas Sarkozy dit que c'est une amélioration de la situation, il se moque du monde. Enfin, je crois que, au moins, c'est un point sur lequel, je crois, on sera tous d'accord. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons effectivement un axe général qui est de produire à nouveau en France. Et produire en France, pas par une décision de l'État, mais par une mobilisation des PME, des entreprises et des consommateurs, avec un label, avec quelque chose qui consiste à dire, il faut arrêter de dire que parce qu'on achète le moins cher possible, on soutient l'activité économique. C'est pas vrai, c'est l'erreur de tous les gouvernements qui, depuis 20 ans, ont cru que la consommation était la formule magique. Et puis, deuxièmement, nous proposons quelque chose qui est l'exonération de charges sociales pendant 2 ans pour la première embauche dans une PME, à condition que ce soit un CDI et à condition que ce soit un jeune à la recherche du premier emploi ou bien un chômeur en recherche d'emploi. Je tiens à dire que nous ne sommes pas pour des mesures d'âge, parce que faire les vases communicants en disant je favorise les seniors et du coup j'embauche moins de jeunes, ou je favorise les jeunes et j'embauche moins de seniors, c'est évidemment quelque chose qui n'a pas de sens. C'est globalement qu'il faut le faire. Robert Rochefort, sur cet aspect de votre programme, mais vous venez de dire à Jacques Généreux que quelque part il crée des emplois vous sur me demandez de réagir, je réagis. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est quand on vous entend sur le produire français, est-ce que quelque part, c'est pas par magie qu'on arriverait soudain à produire français? Pas du tout, parce que, encore une fois, vous le savez, il y a 70 milliards de déficit commercial en France, il y a 160 milliards d'excédent commercial en Allemagne, donc je ne suis pas non plus d'accord avec Jacques Généreux lorsqu'il parle de l'Allemagne comme un endroit où ça ne va pas bien. Du point de vue de l'emploi, vous savez qu'en Allemagne, là où il y a des licenciements actuellement, c'est à l'Agence pour l'emploi, parce que le nombre de chômeurs diminue. Donc l'Allemagne n'est pas la panacée, mais l'Allemagne fait mieux que nous en termes d'emploi, et il faut le savoir. Alors vous me posez la question. Oui. C'était la date de la réunification. Voilà. Alors que nous sommes à... il faut remonter à 12 ans pour trouver un chômage identique. Du modèle allemand ou pas? En tout cas, il faut reconnaître que sur la question de l'emploi, grâce à d'ailleurs quelque chose qui a été, il y a une dizaine d'années, un accord de gestion entre la droite et la gauche qui a été passé, vous vous en souvenez, d'abord avec M. Schröder, puis ensuite avec la grande coalition, première étape de Mme Merkel, ça s'est fait comme ça. Mais vous me demandez, est-ce que c'est automatique? Non, c'est pas automatique. Je vous dis, non, mais le fait de produire français, non. Je veux dire, si les consommateurs aujourd'hui, aidés par les entreprises, aidés par l'État, dans les marchés publics de différentes façons, changent 1/10 de leur comportement, une fois sur 10 achètent un produit fabriqué en France au lieu d'acheter un produit fabriqué en Chine qui est d'ailleurs de mauvaise qualité, donc c'est pas une bonne affaire. Si on fait ça une fois sur 10, on fait 40 milliards d'économies sur le déficit commercial, et on relance comme ça, mais sans dépenses publiques. Des emplois, sans dépenses publiques. Plusieurs centaines de milliers. Alors on va laisser répondre Jacques Généreux sur ce qu'il vient d'être dit. Est-ce que effectivement ce que vous présentez c'est un programme communiste, oui ou non? Alors d'abord, puisqu'on doit être concret, effectivement, nous ne croyons pas au simple appel au patriotisme des consommateurs français. C'est autant un vœu pieux que de croire, et c'est absolument pas ce que j'ai dit ni ce que nous proposons, que par un décret d'en haut, on va régler tous les problèmes. Ça n'est absolument pas ce que nous proposons. Pour être très concret aussi, nous savons par l'expérience que la méthode qui consiste à continuer à vouloir exonérer des charges sociales n'est pas la bonne méthode. On fait ça dans tous les pays, et y compris dans ce pays, depuis 20 ans. Ça coûte extrêmement cher et ça crée extrêmement peu d'emplois. Toutes les aides à l'emploi par ce biais-là ne sont donc pas bonnes. Le contrat de génération de François Hollande, où il y a des aides, effectivement, c'est bon, c'est pas bon, ça? Ça n'est pas efficace. Je ne suis pas là pour commenter les programmes de tout le monde, mais pour vous expliquer ce que nous allons faire. Alors, M. Rochefort me reproche de ne pas être assez concret. Je vais être concret quand il dit qu'on invente les choses. Notre programme rapporte plus de 200 milliards d'euros par an. Alors on va détailler en comment. Ressources nouvelles. Voilà. Quand vous attaquez aux niches fiscales, pas à toutes, mais vous avez entre 150 et 160 milliards de niches fiscales dans ce pays, selon la Cour des comptes. Si vous n'en récupérez que 100 milliards, c'est-à-dire à peine un peu plus que ce que l'Inspection générale des finances considère comme totalement inutile en termes économiques dans ce pays, ça fait déjà beaucoup d'argent. On a une réforme de l'impôt sur le revenu, dont la progressivité est extrêmement augmentée, avec 14 tranches, jusqu'à une tranche ultime à 100%, qui rapporte 20 milliards d'euros. Alors quand on parle de tranche à 100%, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de revenu, effectivement, il n'y a plus réellement de plus, c'est que de l'impôt. Sur la part qui excède effectivement... Au-delà de 360 000 euros, c'est bien ça? Pour une personne, voilà, ce qui excède ce niveau de revenu. À cela, nous ajoutons
que nous voulons financer la dette publique désormais non plus sur les marchés financiers, mais par recours à la Banque centrale européenne, si elle pouvait être réformée, ou à défaut par recours aux banques publiques, car rien n'interdit aux banques publiques de souscrire la dette à taux réduit. Là, il y a 50 milliards d'euros d'intérêts par an que nous payons, qui aggravent notre dette à récupérer. Bien. Donc, nous avons, il y a les exonérations sociales, c'est 30 milliards d'euros. Une partie peuvent être gardées, notamment sur le SMIC, sur les plus bas salaires. Une partie, 10 à 15 milliards, ne servent à rien. Vous pouvez financer effectivement les plans de création d'emplois, c'est ce que vous nous expliquez. 200 milliards d'euros qui peuvent être investis, ça c'est du concret, qui peuvent être investis, pas seulement dans des services publics, des activités publiques, où certes il en faut, mais dans le soutien aux PME, qui sont le cœur de la création d'activités de richesse et d'emplois dans ce pays. Et puis, dans le programme de planification écologique, qui sont des grands projets d'investissement, et donc qui créent des emplois et qui créent de l'activité. Et juste un mot, quand je dis 200 milliards, ça, ce sont des ressources sûres. Je ne vous parle pas de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale, etc. Je vous conseille, je ne fais pas de la promo pour moi, mais un de vos confrères de la Croix vient de publier ça, les 600 milliards d'euros qui manquent à la France, c'est le montant de ce qui est à l'étranger, de l'évasion fiscale contre laquelle on peut lutter. Donc nous avons les moyens de soutenir cette activité, cet emploi. Le mécanisme effectivement de vos propositions. Robert Rochefort, ces niches fiscales qui comptent beaucoup dans le plan du Front de gauche, 150, 160 milliards si on vous a bien entendu. Vous aussi, vous estimez ces niches fiscales à 150, 160 milliards ou vous estimez que l'économie possible dessus, si on entend... Non, mais les chiffres ne sont pas contestables. C'est ce qu'on en fait. Simplement, ce qu'on en fait, nous sommes pour réduire un certain nombre de niches, éliminer certaines niches fiscales, nous sommes pour en réduire d'autres. Maintenant, dire que du jour au lendemain, on peut récupérer 100 milliards sur les niches fiscales, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais ça veut dire soumettre l'économie brutalement, si en plus on pense aux autres propositions fiscales qui viennent d'être faites, ça veut dire brutalement soumettre l'économie à plus de 200 milliards de fiscalité nouvelle, l'économie ne s'en remettrait pas. Jacques Généreux parle de faire appel à la Banque Centrale Européenne comme si la Banque Centrale Européenne pouvait tout simplement imprimer de la planche à billets comme si il n'y avait pas de contrainte pour cela. Si on fait ça, ça veut dire évidemment une perte totale de valeur et de crédibilité pour l'euro, donc c'est totalement impossible. Jean-Luc Mélenchon propose de nationaliser à nouveau un certain nombre d'entreprises, propose d'augmenter unilatéralement le SMIC, tout ça est évidemment totalement irréaliste. Alors on voit d'où François Hollande a puisé son inspiration pour créer une tranche d'imposition à 80%, c'est parce que effectivement, Jean-Luc Mélenchon propose 100%. Donc vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose qui est tout à fait en dehors du sens de la mesure. Nous voulons de la justice sociale, nous voulons une fiscalité avec une tranche d'imposition à 50%, nous voulons en tout cas créer effectivement une dynamique, mais nous voulons, à l'inverse de ce que propose la gauche en général et en particulier le Front de gauche, nous voulons un retour à un équilibre budgétaire, à une dette qui soit enfin maîtrisée, à horizon de 2 ans, 2 ans et demi. Et plus on le fera vite, plus on trouvera ensuite des marges de manœuvre pour faire des mesures sociales dont on a absolument besoin, comme par exemple la question des petites retraites, puisque hier, on a quand même appris que la pauvreté avait augmenté dans notre pays. Il n'y a pas que le chômage qui a augmenté, il y a aussi la pauvreté. Alors, hausse des prix, salaire trop bas, et sur ce point, il y a de nombreuses propositions et questions de Luc Bronner du Monde. Monsieur Généreux, Jean-Luc Mélenchon propose un SMIC à 1 700 € brut dans un premier temps contre 1 400 € aujourd'hui et à terme d'ici 5 ans 1 700 € net. C'est une mesure qui est évidemment très populaire, mais est-ce que c'est bien réaliste dans le système économique mondial actuel ? Oui, bien sûr. Ce qui est totalement irréaliste aujourd'hui, c'est de croire qu'on va pouvoir continuer comme on fait actuellement. Ça fait 30 ans que dans les grands pays industrialisés, on baisse les bas salaires en termes réels. Et on voit bien le résultat. Le résultat, c'est la course à l'endettement privé, à l'endettement public pour financer des aides sociales, enfin pour compenser tout ce qui fait qu'on ne paye pas les gens décemment pour qu'ils puissent se nourrir, se loger, etc. Comprenez bien que 20% des ménages français les plus pauvres, 20% des ménages français, c'est pas quelques personnes, c'est le 5e de la population française. Dans leur budget, les dépenses contraintes représentent 75%.
c'est-à-dire ce qui est lié au loyer, à l'électricité, à la facture de téléphone, etc., aux assurances, etc. 75%. Et sur le constat, on peut être d'accord, mais comment les entreprises le financent, cet effort de 25% d'augmentation des salaires? Ne vous reposez pas 15 fois la question, je vais vous répondre. Il faut juste que vous écoutiez ma réponse. Donc, ce qui est irréaliste, c'est de croire que le système est soutenable comme cela. Donc, il faut augmenter les bas salaires. Et là, c'est pas par un appel au patriotisme et à la générosité des patrons ou des Français qu'on s'en sort. Donc, concrètement, par le relèvement du SMIC. Alors, ce relèvement du SMIC, ça fait en gros 20% d'augmentation du SMIC brut. Ça coûte, puisqu'on le présente comme ça comme un coût, selon les effets de diffusion, entre 10 et 15 milliards d'euros. Il faut savoir que pour les grandes entreprises qui n'ont que 8% de salariés au SMIC et qui ont largement les moyens d'encaisser ce petit choc en trésorerie, elles peuvent le faire sans aucune difficulté. En revanche, nous sommes très attentifs à la question des petites entreprises, de moins de 50 salariés, dans lesquelles il y a 60% des SMICards. Et là, pour celles-ci, ça ne leur coûtera rien. En termes de trésorerie. C'est pas un miracle. On n'est pas, moi, je suis prof d'économie, je suis pas prof de magie. Alors, en quelques mots, comment? Alors, par quel miracle? D'abord, en rétablissant l'équité fiscale. Vous avez aujourd'hui une situation où ces petites entreprises paient 20% en termes de taux d'imposition, elles paient 20% de fiscalité de plus que les grandes entreprises. Bon. Donc nous, par notre réforme de la fiscalité, notamment en puisant dans ces niches fiscales dont profitent beaucoup les grandes entreprises dans leur capacité justement à échapper à l'imposition sur leurs bénéfices ou sur les revenus financiers, nous organiserons un transfert fiscal pour compenser les chocs en trésorerie de manière étalée dans le temps que pourrait avoir l'augmentation immédiate du SMIC pour les petites entreprises. À ceci s'ajoute le fait que par les banques publiques, nous instaurons un système de crédit privilégié pour ces petites et moyennes entreprises, là au-delà même de 50 salariés, que nous instituerons avec les banques publiques un système d'escompte gratuit, des effets de commerce qu'ont aujourd'hui de petites entreprises qui attendent 90 jours pour se faire payer par les grandes. On a entendu effectivement. Et donc à l'arrivée, je termine d'un mot, l'intégralité ou presque du dispositif. À l'arrivée, pour ces entreprises, non seulement c'est réaliste, mais c'est extrêmement gagnant, c'est-à-dire que ça ne leur coûtera rien. Elles seront dans un système où au contraire elles seront beaucoup plus aidées. Je parle pour nos PME, et le fait que 20% des Français à l'arrivée voient leur salaire augmenter, les mettra dans un cadre de croissance, de dynamisme qui leur sera extrêmement favorable. On va laisser Robert Rochefort répondre sur ce point. Est-ce que ce SMIC, effectivement, à 1 700 € d'abord brut, puis dans 5 ans à 1 700 € net, ça vous paraît être irréaliste? Ou réaliste peut-être? C'est évidemment totalement irréaliste, même si c'est souhaitable. En France, les salaires ne sont pas trop élevés, et en particulier pour les personnes qui sont dans les bas salaires. Maintenant, laisser croire qu'il est possible comme cela, excusez-moi, tout de même par un coup de baguette magique ou par une espèce de montage un peu complexe qui ne tient pas la mer 2 secondes, ça n'a évidemment aucun sens. Je veux pas trop démonter, mais Jacques Généreux parle de rétablir la fiscalité en faveur des petites entreprises. Mais les petites entreprises, un très grand nombre ne payent pas d'impôt sur les bénéfices parce qu'elles font pas de bénéfices. Donc réduire leur taux d'impôt sur les sociétés, ça n'a aucune efficacité. Si on ajoute la hausse du SMIC il nous l'a annoncé tout à l'heure, au fait de supprimer les exonérations sociales sur les bas salaires. Ça veut dire que 20% de hausse de SMIC plus 30% de suppression des exonérations de charges, ça veut dire un SMIC brut pour le chef d'entreprise, pour le patron d'une PME, plus 50%. Vous voyez bien que ça n'a strictement aucun sens, alors que la France perd aujourd'hui et a perdu énormément en compétitivité, qu'il faut effectivement reconquérir de la productivité. Il faut être capable d'exporter. Comment on fait dans ces conditions pour redonner du pouvoir d'achat aux Français? Parce que les Français ont véritablement le sentiment d'avoir beaucoup perdu d'argent ces derniers temps. Vous avez raison. Mais d'abord, pour le SMIC, je voudrais vous dire qu'il y a plus grave que le niveau du SMIC. C'est le temps partiel contraint au SMIC. C'est là où il y a de la pauvreté. Donc déjà, il faut tout faire pour que le temps partiel contraint au SMIC soit quelque chose qui ne soit plus possible. Je pense à la grande distribution, aux hypermarchés, où il faut absolument qu'il n'y ait plus des caissières qui soient simplement pendant 4 heures, de 6 heures, de 5 heures du soir. Quand vous dites que ce n'est plus possible, qu'est-ce qu'on fait? On l'interdit? Eh bien, par exemple, on force à ce qu'on appelle des contrats de travail de polyvalence, c'est-à-dire qu'on trouve dans le supermarché une autre activité que tenir la caisse à ces femmes de façon à ce qu'elles soient employées à plein temps. Ça, c'est une obligation qui serait faite aux entreprises. Deuxièmement,
il faut impérativement que la question du SMIC soit... On peut être au SMIC au début de sa vie professionnelle. Ce qui est un drame, c'est qu'en 30 ans après, on l'y est toujours. Donc, troisièmement, il faut, parce que tout à l'heure vous en avez parlé, il faut mettre fin en plus à la précarité qui s'ajoute au SMIC. Les CDD, les choses. Nous sommes pour un contrat unique pour reprendre un qui point de ce fusionne que le vous venez de CDD et dire, le Robert CDI. Rochefort, quand vous dites ce n'est pas possible d'être encore au SMIC Au bout de après 30 tant ans. d'années, Mais oui, après 30 bien ans, sûr. qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça veut dire Eh qu'on bien, dit que les gens au-delà de eh bien, 40 ou 45 ans ne seraient pas au SMIC? on considère qu'on met ce que nous proposons, c'est-à-dire des droits à la formation qui soient portables tout au long de la vie, qu'on acquiert des droits à formation, qu'on ait la possibilité à 30, à 35 ans, à 40 ans, d'avoir une formation qualifiante qui va vous permettre d'évoluer vers d'autres possibilités. Alors maintenant, tout ça, vous voyez que ce sont des réformes structurelles. J'ai pas, moi, une baguette magique, donc j'ai pas la solution pour augmenter le pouvoir d'achat comme ça, dans les 3 mois qui viennent. Il y a néanmoins des pistes. Il faut effectivement travailler sur des prix qui sont exagérément élevés. De Public Sénat, poser une question. Il y a un secteur qui pèse sur le budget des ménages, c'est le prix de l'essence. Est-ce que puiser dans les réserves stratégiques, comme semble l'indiquer aujourd'hui le gouvernement, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est juste reculer de quelques mois la réalité des choses? Jacques Généreux. Oui, non, mais ça, c'est des expédients de court terme. Vous êtes pour ou vous êtes contre quand même? Mais non, parce que ça permet de limiter un peu les hausses actuelles. Oui, mais quand on ait des actions immédiates, notamment, mais il faut à condition que ce soit ciblé justement. Et pour qui et comment le cibler? On est dans une logique de long terme sur ces questions de l'énergie où il faut bien comprendre que les gens devront payer l'énergie plus cher. Nous, on est dans un mouvement écologiste et à long terme, ça n'a pas de sens de croire qu'on fera baisser les prix des carburants. Mais les consommateurs, chaque jour ou chaque semaine, vont faire le plein à la pompe à essence et voient le prix de l'essence qui augmente. Donc, qu'est-ce qu'on fait à court terme, au moins, parce qu'il faut intervenir peut-être? C'est pour ça qu'ils seront ravis d'apprendre, enfin qu'ils ont le choix par le bulletin de vote, d'obtenir une augmentation de salaire de 20%. Et car je reviens là-dessus, pour nous, l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des salaires. Et pardon Robert, je ne vous ai pas interrompu, donc ayez la politesse de m'écouter. Et donc on ne peut pas répondre simplement, comme vient de le faire Robert Rochefort, à une proposition par juste une litanie de c'est impossible. Il faut des arguments. Alors par exemple, l'argument qui consiste à dire que 20 plus 30%, ça fait 50% d'augmentation, c'est faux, car ces 30% de charges en plus pèsent sur les 20% de salaire en plus. Donc ça fait 26%. On vous a entendu sur ce point, Jacques Généreux. Luc Bronner aimerait poser une question. Luc Bronner du Monde. Robert Rochefort, il y a un autre sujet. Sur l'essence. Excusez-moi. Luc Bronner poser sa question et puis après vous apporterez les précisions que vous estimez nécessaires. Luc Bronner. Robert Rochefort, il y a un autre sujet de préoccupation qui concerne le pouvoir d'achat, c'est le logement, sur lequel on sait bien que les habitants ont beaucoup de mal à la fois à se loger et à trouver des logements à des tarifs corrects. Que propose François Bayrou sur ce sujet? Évidemment, il faut construire. Il y a ce million de logements qui manquent. Mais François Bayrou fait la seule proposition qui soit une proposition non coûteuse en termes de dépenses publiques et qui est la proposition qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible. C'est ce que nous appelons une mutuelle obligatoire impayée. C'est-à-dire le fait qu'on oblige que tous les propriétaires payent une petite cotisation. Si elle est généralisée et imposée, elle ne sera pas très lourde, qui garantira les impayés de loyer. Sur le champ, ça remet sur le marché des centaines de milliers de logements vides, qui sont des logements que les propriétaires aujourd'hui n'osent pas louer parce qu'ils ont peur de tomber sur des locataires qui ne les paieront pas. Donc pas besoin de blocage des loyers. Attendez. Non, il ne faut pas bloquer les loyers. Il faut observer effectivement finement les loyers. Et si on réintroduit du logement, d'une certaine façon, on dessert la contrainte et on fait en sorte qu'il est possible dans certains secteurs que les loyers puissent diminuer. Mais je voulais répondre, si vous voulez bien, sur l'essence parce que c'est trop important. Alors très rapidement, je voulais dire que nous sommes favorables à ce que, en particulier pour les gens touchés par la pauvreté, je pense aux familles monoparentales dont on a appris hier qu'elles étaient en forte progression dans la pauvreté. Nous sommes effectivement pour que le tarif social soit généralisé sur des tranches de consommation qui sont des premières tranches de consommation pour le gaz, pour l'électricité, pour l'eau courante. Et moi, et ce n'est pas une proposition pour l'instant de François Bayrou, mais je le dis en tout cas à titre personnel, je serais favorable à ce que l'on puisse tester le fait que pour une première quantité d'essence par mois, sur un nombre de litres qui resterait à déterminer, effectivement, les populations les plus défavorisées aient droit à un tarif qui soit un tarif, bonifié. Il faudrait voir comment on peut le faire. Mais ne dites pas que c'est impossible, il faut voir comment c'est possible de le faire. Alors ça, c'est une mesure pour le court terme, parce que la situation est insoutenable. Par contre, sur le fond, là je suis d'accord avec le généreux, sur le fond, il faut inventer une
nouvelle société dans laquelle on économise au maximum les consommations et le pétrole, parce que sur long terme, le pétrole va continuer à augmenter. Mais nous devons apporter malgré tout une réponse très concrète pendant ces mois très difficiles où toutes les difficultés s'accumulent en termes d'emploi et de pouvoir d'achat. Difficultés en termes de pouvoir d'achat, on vient de le voir avec l'essence. Il y a aussi, et c'était la question de Luc Bronner, le logement. En quelques mots, si c'est possible, Jacques Généreux, quelles sont les positions du Front de gauche sur ce problème? Alors il faut et on peut bien entendu mettre en place des systèmes de mutualisation, mais gratuite pour en tout cas pour les locataires, pour limiter le risque, etc. Ça fait partie des choses qui sont bonnes à faire, mais qui évidemment ne suffisent pas. Donc il faut non seulement éviter les hausses de loyers, mais il faut même qu'ils baissent. Donc il faut à la fois organiser un plafonnement des loyers, et dans certains cas, notamment dans certains cas où les effets de la spéculation ont amené à des hausses vertigineuses de loyers, que ça puisse sur certaines zones se traduire par la baisse des loyers, ce plafonnement, avec la réquisition des logements inoccupés et surtout l'augmentation de l'offre. Car la solution à long terme, c'est effectivement la construction. Et qui dit construction, là encore, si on ne va pas attendre simplement que le privé prenne l'initiative, ça veut dire construction de logements sociaux, ça veut dire, y compris quand vous avez des entrepreneurs privés, des grands programmes publics d'investissement dans le logement. Et c'est là que la question des moyens redevient essentielle. Et c'est là qu'on ne peut pas laisser dire que les ressources fiscales que nous allons trouver tombent du ciel et que vous avez un choc fiscal de 200 milliards d'euros que nous imposons. Alors, ce n'est pas un choc fiscal puisque... On vous a entendu sur ce point, Jacques Généreux. Cet argent, il existe. Jacques Généreux, aujourd'hui, il est rendu à des patrimoines financiers spéculatifs. Il ne nous reste que quelques minutes dans ce débat et c'est maintenant l'heure des questions d'actualité. Et la règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et des réponses brèves. Et première question de Gilles Leclerc de Public Sénat. À vos yeux, quelle est l'information économique la plus importante de ce matin? Est-ce que c'est le poids de la dette qui s'accroît, plus de 85% du PIB en 2011, ou est-ce que ce sont les déficits qui finalement baissent plus vite que prévu, 5,2% du PIB en 2011. Évidemment le poids de la dette, parce que c'est le niveau de la dette qui détermine le montant des remboursements que vous avez les années suivantes avec l'emprunt. Et je voudrais dire qu'il faut aujourd'hui lire la presse internationale, Vie économiste, qui est le journal bien connu et de grande qualité, qui dit que la France ne s'intéresse pas à ça, que les candidats ont passé cette question sous le tapis. Qui porte un jugement très sévère sur la campagne française. Absolument, mais qui dit, et si vous l'avez lu, vous avez remarqué, qui dit il y en a un seul dans cette campagne qui a dit quelque chose sur la dette depuis longtemps, c'est François Bayrou. Évidemment, mais quand c'est reconnu par Vie économiste, je crois qu'il faut le dire. Je ne crois pas que Jacques Généreux ait la même impression vis-à-vis de The Economist. À la question de Gilles Leclerc, quelle réponse? Bien d'abord, ce n'est pas une nouvelle, puisque c'est la conséquence attendue et qui se reproduira encore dans les 10 ans ou les 20 ans qui viennent si nous restons sur la même lancée, c'est-à-dire de répondre à la crise de la dette par une cure d'austérité européenne qui ne fait qu'aggraver la dette. Et donc la seule solution pour en sortir et le seul programme à le proposer... Est-ce que c'est une bonne nouvelle quand même pour le pays ou pas? Mais le déficit qui baisse, vous rigolez, oui, mais c'est ridicule parce que ça n'est pas ça le critère de jugement. Le critère de jugement, c'est comment progresse l'emploi dans ce pays, comment progressent les conditions de travail, comment progresse l'égalité, la sécurité, etc., la qualité de vie. Et donc, le seul programme qui permet de lutter contre cela, c'est le seul programme qui dit non à l'austérité, c'est celui qui va mettre un terme à cette dépense fiscale qui est la première source d'augmentation de notre dette publique maintenant, et à l'autre source de l'augmentation de la dette publique, qui est la crise et qui est la récession. Généreux, les questions d'actualité, ce sont des réponses brèves. Et là, on va laisser Luc Bronner du Monde nous poser une question. François Bayrou propose d'augmenter la TVA de 2 points. Notamment pour augmenter les recettes fiscales. Est-ce que ce n'est pas l'impôt le plus injuste qui existe en France aujourd'hui? Non, parce qu'il propose d'augmenter de 1 point cette année en 2 temps, et de 1 point supplémentaire dans 2 ans, si jamais la croissance n'est pas au retour, parce que je vous signale qu'à la différence de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, il fait des hypothèses réalistes sur une croissance qui est de 1,5% et non pas de 2,5% comme le font les autres candidats. Donc je vous réponds, alors je réponds tout de suite. 1% cette année. Nous considérons que si on augmente la TVA de 1%, c'est pour l'essentiel absorbable
par les chaînes des intermédiaires et les chaînes de la distribution, que ce ne sera pas inflationniste, parce que effectivement, par ailleurs, dans la situation où nous sommes avec une consommation qui n'est pas très dynamique, nous considérons que ce 1% qui est un effort pour avoir des recettes fiscales supplémentaires, parce que à la différence de la gauche, nous considérons, et aussi de Nicolas Sarkozy actuellement, nous considérons que lutter contre la dette est quelque chose d'essentiel et de prioritaire pour retrouver des marges dans 3 ans. 1% de TVA, c'est absorbable. Nouvelle question de Gilles Leclerc de Public Sénat. Le gouvernement vient d'augmenter le minimum vieillesse et les minimums pour les retraites. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour ces catégories-là, ou est-ce qu'au fond, il fallait faire des efforts partagés par tous face justement à la crise de la dette et des déficits? Jacques Généreux. On est très en deçà de ce qui est nécessaire, parce qu'on voit bien que dans la crise, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a tout ce qu'on dépense effectivement pour sauver les financiers et les banques, et le peu qu'on est capable de faire pour ceux qui en sont les premières victimes. Mais donc c'était quand même bien de le faire. Non, mais c'est toujours bien de relever les minima sociaux. Simplement, ce qui est pas bien, c'est de rester à un minima qui est tellement minimum. C'est ça la tragédie. Mais est-ce que on a le droit de répondre rapidement? Oui, mais très rapidement. C'était quoi votre question déjà? Sur la TVA. Voilà, pardon. On enchaîne les questions. Ou un point non, mais juste un mot. Évidemment que c'est injuste. Donc, on a compris la différence de choc fiscal. On nous accuse de vouloir faire un choc fiscal. Donc, d'un côté, on nous propose un choc fiscal sur les consommateurs, c'est-à-dire sur tout le monde. 7 milliards, peu importe, mais comme ce serait ne serait-ce que 1 milliard, c'est quelque chose qu'on va prélever encore toujours sur les mêmes, c'est-à-dire sur les salariés et notamment sur les moins riches. Et nous, ce que nous proposons comme choc fiscal, c'est un choc fiscal sur les grands patrimoines, sur les revenus financiers, les dividendes qui ne sont plus taxés, sur tous ces patrimoines accumulés. Donc effectivement, pour les plus hauts revenus, pour les plus riches, pour les grandes entreprises, sur les dividendes, oui, il y aura un choc fiscal. Le résultat, c'est que les gens paieront moins d'impôts locaux, que les PME auront moins de charges, que les salariés seront mieux payés. Alors, voilà le choc que nous proposons. Moi, j'ai une question à vous poser. Si François Hollande gagne les élections présidentielles, il vous propose d'être son ministre de l'économie, est-ce que vous acceptez ? Certainement pas. La question étant posée comme ça, nous ne sommes pas candidats à des postes dans un gouvernement qui ne serait pas sur une ligne vraiment de gauche et de rupture. Alors, sur certaines questions. Qu'est-ce que François Hollande doit changer pour que vous puissiez peut-être bien évidemment, en cas de victoire de François Hollande, pour que vous puissiez gouverner ensemble? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Les 2 ou 3 choses essentielles pour vous que François Hollande devrait changer? Alors d'abord, il y a des choses que les Français peuvent changer le 22 avril. Mais François Hollande. C'est-à-dire qu'ils mettent Jean-Luc Mélenchon en tête. Et à ce moment-là, nous proposerons une union de la gauche en disant discutons, mais autour évidemment de notre ligne directrice, des conditions d'un programme de rupture avec le système d'aujourd'hui. Et là, on peut en discuter. Ça n'est pas ce que la démarche de François Hollande qui dit que tous ceux qui appellent à voter pour lui au second tour peuvent être dans la majorité présidentielle, y compris M. Bayrou, c'est dire que le spectre est large, mais à condition que ce soit sur son programme. Nous ne sommes pas candidats à aller gouverner sur le programme de François Hollande, qui n'est pas un programme de rupture avec l'eurolibéralisme, qui n'est pas un programme de rupture avec l'austérité, qui nous promet seulement une austérité plus douce que l'austérité de la droite. Nous sommes candidats, il faut bien le comprendre, au front de gauche, à incarner la nouvelle force majoritaire. Alors que les choses soient claires, nous n'avons pas d'ennemis à gauche. Nous disons il y a 2 lignes Eva Joly a à gauche. Très dur vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et notamment de son soutien à des régimes dictatoriaux que peuvent être la Chine, le Cuba ou Hugo Chavez. Qu'est-ce que vous répondez sur cette attaque assez vive venant d'une partie de la gauche ? Oh, franchement, vous savez, je ne fais pas attention à des attaques de diversion de candidats malheureux qui, étant en perte de vitesse totale, ne savent plus quoi faire pour attirer l'attention. Sur le régime communiste, c'est normal que Mélenchon les soutienne. C'est vraiment pas le sujet. Et d'autre part, Jean-Luc Mélenchon n'a pas apporté son soutien à des régimes communistes, comme vous le dites, pour le peu qu'il en reste aujourd'hui. Et c'est vraiment pas le sujet qui préoccupe les Français. Moi, je crois qu'il a dit que Cuba est un système politique respectable. Alors, si c'est... Il l'a dit, donc je veux bien, moi. Oui, mais enfin, c'est vraiment pas le sujet. Pour terminer, une dernière question avec une réponse si possible très rapide, Robert Rochefort. Est-ce que vous demandez à Nicolas Sarkozy de s'expliquer sur l'affaire Bettencourt alors qu'il y a actuellement des soupçons de financement politique? La réponse est évidemment oui. Dans le programme de François Bayrou, il y a cette exigence d'avoir une moralisation de la vie publique et de la vie politique. C'est pour cela qu'il propose un référendum lors du premier tour des législatives. C'est présenté comme une mesure gadget, ce n'en est pas du tout une, c'est au contraire, c'est péjoratif de prendre ça comme ça. C'est parce que nous avons la conviction que la classe politique ne se réformera pas d'elle-même s'il n'y a pas un acte des citoyens eux-mêmes pour exiger que ça se passe différemment. Eh bien merci, ce sera le mot de la fin et l'on se retrouve dans une semaine pour un nouveau débat de la présidentielle.